la nouvelle super production de Binge Audio. Il fait chaud, non ? Tu veux pas ouvrir ? Pour moi, ça a commencé comme ça, par des sensations un peu désagréables, au bureau, à la maison, dans le métro. Une chaleur qui monte dans le bas du dos, qui s'arrête au niveau du soutien-gorge, qui m'oblige à enlever 1 voire 2 épaisseurs de vêtements. L'impression de transporter un mini-hammam portatif qui ne se déclenche jamais au bon moment. La cocotte minute permanente à l'intérieur du cerveau, j'ai mis ça sur le compte de trop de boulot, pas assez de temps pour moi, trop de routine. Le stress, tout le monde connaît ça, non ? Moi qui dormais 9 heures par nuit, j'avais soudain le sommeil perturbé, entrecoupé d'insomnie, en général autour de 2-3 heures du matin. La libido dans les chaussettes aussi. Le mot périménopausée a claqué dans le cabinet de ma gynéco. C'était 1 an avant le confinement. Mon fils avait 8 ans et ma fille 6. Je venais faire ma visite de routine. On a parlé de mon stérilet, de mes règles, de plus en plus irrégulières. Elle m'a demandé de tenir à jour sur un petit carnet les intervalles entre les phases de menstruation. Dans 1 an, vous serez ménopausée, ça devrait pas tarder. Je suis sortie en pleurant. Putain de gynéco sans une once d'empathie. Qu'est-ce qu'il est moche d'ailleurs ce mot. Péri, comme péril vieux, périclité, périphérie. Ce que je comprenais pas, c'est que personne ne m'en ait parlé avant. La mise en pause de l'ovulation, le bouleversement hormonal, l'immense fatigue, le blues, tout ça pourrait être largement discuté, anticipé, prévu. Mais non. Comme au moment des premières règles pour certaines jeunes filles, les dernières font aussi l'objet d'un tabou. Essayer d'en parler avec ses proches, c'est pire que de parler de sa dépression postpartum ou de ses hémorroïdes. Ça ne se fait pas, voilà. Ça vous classe tout de suite dans une catégorie où personne n'a envie d'être classé. La vieille. On ne parle pas du corps des femmes de 50 ans. Au moment où il perd sa jeunesse, sa fermeté, il devient invisible, ou alors l'objet de trituration esthétique pour le maintenir lisse, ferme, présentable. Et d'ailleurs, moi qui me revendique féministe, est-ce que je suis traîtresse à la cause parce que je voudrais me sentir désirable à 50 ans ? La vérité, c'est que la société ne sait pas comment regarder les femmes de 50 ans. Et on se retrouve dans un no woman's land, plus tout à fait jeune, pas encore vieille. Alors elles sont quelques-unes à se rebeller, à assumer fièrement leurs cheveux gris, à parler ouvertement, bouffées de chaleur, changements hormonaux, traitements de substitution. C'est pas toujours facile pour moi qui fais un métier d'image. Et même, pour une énorme foule invisible de femmes, cette étape fondamentale est vécue comme une phase honteuse. Elle est presque pire que la puberté. J'ai voulu faire ce podcast parce que je ne trouvais pas de réponse à mes questions. Pas sur l'aspect pseudo-médical, les astuces pour se sentir mieux à 50 ans, avec son corps qui change. Non, ça, il y en a plein sur Instagram et les magazines féminins. Mais ce que je trouvais pas comme réponse, c'est pourquoi c'est si tabou. Pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas un sujet de conversation comme un autre ? Oui, nous, je veux dire moi, les copines, les autres. Pourquoi est-ce qu'on n'ose pas en parler au boulot, avec nos partenaires amoureux ? La phrase que j'entends le plus souvent chez les femmes de mon âge, c'est « J'ai l'impression d'être passée de l'autre côté ». Mais de l'autre côté de quoi exactement ? Bienvenue dans Chaud dedans. Nous sommes des millions à éprouver en ce moment même les symptômes de la périménopause. Autant dire une foule immense, mais silencieuse. Alors ça paraît peut-être gonflé de se demander si la ménopause c'est dans la tête. Mais moi, je me demande juste si on ne nous a pas mis dans l'idée que ces symptômes étaient ceux du début de notre déclin. C'est aussi pour ça que le sous-titre de ce podcast, c'est « Contre l'obsolescence programmée des femmes ». Alors pour ce premier épisode, je voulais absolument inviter une femme. Ça me paraissait aberrant de commencer avec un homme. Qu'est-ce qu'il en saurait, lui, de ce qui se passe dans le corps d'une femme à la cinquantaine, de ce qu'elle éprouve dans sa chair, dans sa tête. Et puis, j'ai lu le livre « Sexe, croyances et ménopause » de Daniel Delanoë, médecin, psychiatre et anthropologue.
Sa démonstration de la construction sociale de la ménopause y est limpide. Il raconte comment, à travers les âges, la société a regardé les femmes qui vieillissent. Et ça n'est pas reluisant. Bonjour Daniel Delanoë. Bonjour Claire Fournier. Vous êtes le premier chercheur français à vous être intéressé au regard de la société sur les femmes ménopausées. Alors en lisant un peu tout ce que je pouvais pour ce premier épisode, j'ai trouvé que 2-3 thèses, 2-3 livres, dont le vôtre. Pourquoi, à votre avis, si peu d'intérêt de la communauté scientifique, en tout cas dans les sciences sociales, pour ce sujet ? Oui, alors c'est presque un non-sujet. Quand j'ai commencé à travailler là-dessus, en effet, au niveau mondial, il y avait un livre d'une anthropologue britannique, Margaret Lock, au Canada, à l'université McGill, quelques articles, mais effectivement très très peu de choses. Donc je pense que c'est très compliqué de problématiser la question de la ménopause, de sa construction sociale. C'est presque un écueil de la pensée. Même Simone de Beauvoir n'a pas réussi vraiment à déconstruire la ménopause dans le deuxième siècle, elle est restée à un niveau assez biologique. Donc je pense que c'est quelque chose de difficile à penser. Et vous vous êtes même attiré les sarcasmes de certains de vos collègues. C'est vrai que certains vous ont dit « ça te fait pas bizarre d'être monsieur ménopause ?» Sarcasme, le mot est fort, mais disons des petits sourires. Oui, c'était étrange qu'un homme s'intéresse à ce sujet, fasse une recherche là-dessus. Et comme la ménopause était un tabou, j'ai été en quelque sorte contaminé par le tabou. Quand on étudie un objet, eh bien le statut de l'objet déteint sur celui du chercheur. Alors justement, il y a quelque chose de très énervant que vous allez nous aider à déconstruire. C'est l'espèce de tabou, vous le dites, de stigmate qui pèse sur les femmes qui n'ont plus de règles, qui sont donc ménopausées. C'est pas quelque chose qu'on dit facilement en public, même auprès de son entourage proche. Par exemple, moi, j'ai pas jugé bon d'en parler à ma mère ou à mon partenaire. C'est vraiment une forme de stigmate. Absolument, oui. Le fait d'être ménopausée, donc d'être après la période de fonction reproductive, fait l'objet d'une exclusion sociale, d'un rejet, d'un stigmate, en effet, d'une construction sociale extrêmement négative, qui est toujours présente finalement. C'est une espèce d'inconscient historique auquel viennent se cogner finalement les femmes ou les personnes qui abordent cette question, les femmes qui en font l'expérience. Depuis des millénaires, la femme ménopausée est jugée dangereuse, malade, inutile, et ça pèse encore beaucoup. Et donc, mon travail a été d'en faire l'archéologie de ce stigmate, de cette négation, cette domination, puisqu'on peut la nommer comme telle, symbolique, qui s'exerce sur cette période de la vie des femmes. Domination de la part de qui ? De la domination masculine. Oui, c'est une domination masculine des femmes qui, justement, font l'expérience de le dire dans un lieu public. Je me rappelle d'une femme auprès de qui j'ai fait des entretiens de recherche qui me disait, dans une séance de formation, elle avait des bouffées de chaleur et le formateur lui dit « tu n'es tout de même pas ménopausée ». Donc c'était comme s'il avait fait irruption de manière non attendue, comme ça, l'état physiologique d'une femme, que cet homme se retrouvait sans l'avoir prévu, par surprise, confronté à une femme ménopausée, donc à une femme dont le statut est tout à fait étrange finalement. Tu n'es quand même pas ménopausée. Pourquoi cette forme d'expression un peu dégoûtée, on peut le dire comme ça, de ce formateur ? Oui, parce qu'il aurait été se serait retrouvé aux côtés d'une femme ménopausée alors qu'il ne le pensait pas. Et donc, c'est une expérience qui pouvait lui faire peur parce qu'il aurait été entraîné finalement dans le stigmate, dans une cascade du stigmate que touche la femme ménopausée. C'est-à-dire, un mari, par exemple, peut dire « je ne vais pas dire à mes copains que ma femme est ménopausée, on va penser que je suis passé du côté des vieux ». Aussi. Donc oui, c'est la contagion du stigmate. Alors moi, je suis comme beaucoup de femmes de mon âge qui ont dû s'habituer justement à l'apparition de bouffées chaleur. C'est le stigmate le premier qui arrive à l'arrêt des règles, un des plus distinctifs. Alors moi, quand ça m'arrive, j'essaye de prendre l'air le plus détaché possible, de ne pas le laisser voir. Pourquoi cette honte, selon vous, cette dissimulation ? Alors je pense que la bouffée de chaleur
indique le statut physiologique de la personne. Alors que quand on a ces règles, c'est pas visible. Il y a tout un processus de dissimulation du sang menstruel dans l'espace domestique, dans l'espace extérieur, qui fait que, à première vue, on ne sait pas si une femme a ses règles ou pas. Quand une femme a des bouffées de chaleur, elle ne peut pas le dissimuler. Et c'est donc visible. Ce signe visible renvoie, finalement, un terrain d'affrontement, justement, de la domination. Et 2 exemples montrent très très bien. Il y a un gynécologue qui était un grand promoteur du traitement hormonal à la grande époque des années 90, qui raconte qu'il avait fait un film où il y avait un conseil d'administration, une femme avait des bouffées de chaleur et elle était horriblement gênée, mais grâce au traitement hormonal, elle pouvait continuer ses fonctions sans être gênée. Et à peu près au même moment, les féministes américaines, qui ont été très productives et très critiques sur le terrain de la ménopause, beaucoup plus que les féministes européennes et françaises, il y a un groupe de self-help qui s'est appelé Red Hot Mamas et qui disait « Revendiquez vos bouffées de chaleur, dites que vous êtes ménopausée » et Gail Rubin disait « Les bouffées de chaleur vont éliminer les conseils d'administration ». Vous voyez, la valeur du signe dépend soit on est du côté effectivement de l'assignation des femmes à un statut de fonction reproductive en dehors duquel elles n'ont aucune existence, légitimité sociale, soit on est du côté féministe et on défend un statut des femmes, quel que soit leur statut reproductif. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à parler de mes symptômes à mon conjoint et à mes collègues au bureau. Il y a quelque chose quand même de très enraciné qui laisse penser qu'une femme va se déclasser, en quelque sorte, si elle laisse voir qu'elle est ménopausée. Quand j'ai évoqué ce podcast avec mon entourage, mes proches m'ont dit, les hommes surtout. Mais pourquoi tu fais ça ? T'es sûr que tu veux t'exposer comme ça, révéler ton intimité et tout, là ? Comme si je faisais quelque chose d'extrêmement impudique, en fait. J'ai aussi eu droit à... Non mais tu vas passer pour une vieille alors que tu ne fais pas ton âge. Et j'avoue que ça m'a fait chanceler. Je me suis dit qu'en effet, je prenais un risque. Le risque de passer pour une vieille peau. Encore un terme bien sympathique, tiens. Surtout avec mon boulot, qui est un boulot d'image. Est-ce que me outer comme une femme ménopausée alors que je fais de la télé, ça comporte un risque de me démonétiser ? Que pensera mon employeur, enfin mes employeurs, ma rédaction en chef, les hommes évidemment, mes collègues ? Est-ce qu'ils me regarderont différemment ? Au fond, l'idée derrière tout ça, c'est quand même qu'une femme qui n'est plus fertile est un peu moins femme, hein, c'est ça ? C'est tout à fait ça. C'est l'assignation vraiment des femmes au statut de reproduction, de fonction reproductive, d'objet sexuel. Et cette assignation ne leur laisse aucune autre place, à part quelques places dont on va parler justement. Et cette situation, cette assignation a été exprimée avec beaucoup de densité par un psychiatre américain qui s'appelle David Robben, qui en 1969 a écrit un livre « Tout ce que vous avez voulu savoir sur le sexe », qui a donné son idée au film de Woody Allen, où il dit ceci « Ayant épuisé leurs ovaires, elles ont épuisé leur utilité en tant qu'être humain ». Donc tout est dit. Et ce thème a été repris ensuite dans les publicités médicales. Vous parlez dans votre livre de ces campagnes publicitaires pour les patchs hormonaux qui induisent ça, elles ne le disent pas clairement, mais elles l'impliquent en renvoyant à l'éternel féminin. Alors ça, c'est aussi un slogan des années 90, on ne parle pas des années 50, 60, on parle de il y a 30 ans à peine. Oui, alors c'est vrai que la découverte des hormones œstrogènes, puis leur commercialisation, a fait l'objet d'une intense promotion publicitaire, en particulier en France dans les années 80 et surtout 1990. Et donc, il y avait tous ces promoteurs du traitement hormonal, des médecins qui étaient vraiment payés par les laboratoires et qui faisaient cette promotion, et une grande publicité dans les journaux médicaux ou aussi à la télévision. Et donc, c'était l'occasion d'un discours qui se présentait comme plutôt généreux et bienveillant envers les femmes, mais qui en fait était extrêmement misogyne, comme ces commentaires qu'il y avait dans les publicités, ces textes, ces sous-textes, pour que la femme reste femme avec le traitement hormonal ou pour que l'éternel féminin dure. L'implicite, qui est le discours, si vous voulez, implicite, sous-jacent, c'est que la femme n'est plus une femme, en effet,
après la ménopause. Ce qui veut bien dire que la femme n'a de valeur sociale que si elle peut faire des enfants. Il y a cette publicité aussi que vous avez montrée lors d'une de vos conférences sur un traitement hormonal qui est censé permettre à la femme de garder ses attributs de femme. Le modèle photographié portait un côlon rouge. Alors là, au niveau de la subtilité, on est pas mal, hein ? Absolument. Oui, il y a tout le rouge. Le rouge du sang. Absolument. Est-ce qu'on pourrait voir de telles campagnes aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, la domination masculine est sans doute moins forte que dans les années 90. Parce que les femmes ont conquis encore plus de place dans l'espace public, dans l'espace professionnel, des rôles valorisés, dans tous les secteurs aussi de pouvoir. Et que même si effectivement il y a des secteurs où il y a des backlash, des revendications masculinistes, on peut faire l'hypothèse quand même que beaucoup d'indicateurs de la domination masculine sont moins importants aujourd'hui. Et donc, il y aurait quelque chose, et sans parler de MeToo, bien entendu, tout ce qui est sexiste est maintenant bien plus facilement repéré et critiqué qu'il y a une trentaine d'années. Donc, je pense que ça ne passerait pas. Pourtant, vous parlez quand même d'une perte de valeur sociale après l'arrêt de la fertilité. Oui, dans la mesure, alors ça, c'est effectivement la construction sociale que j'observe. C'est-à-dire que plus une femme est censée exister pour faire des enfants, plus elle perd de valeur. Si vous voulez, si on prend la littérature anthropologique, on voit des situations extrêmement révélatrices du registre, du très grand registre du statut des femmes après la fonction reproductive. Si vous allez par exemple chez les Jisous en Afrique de l'Est, eh bien une femme qui n'a pas eu d'enfant au moment de la ménopause, elle perd absolument toute valeur sociale puisqu'elle se suicide. Donc là, c'est la perte totale de valeur, donc il n'y a plus que le suicide. À l'inverse, si vous allez chez les Indiens Moave, qu'a étudié Georges Devreux, qui sont des Indiens en Amérique du Nord qui vivent sur les rives du fleuve Colorado, eh bien, la ménopause est un moment extrêmement bienvenu de liberté politique, amoureuse, sexuelle. La grand-mère Moave est entourée de ses enfants, ses petits-enfants. Elle a la langue prompte à les répartir. Elle est séductrice, elle est fine. Donc, elle est très heureuse. C'est une période de grande valeur sociale. Et c'est des choses qu'on retrouvait, par exemple, aussi dans la société de cour au XVIIe siècle, bien décrite par Norbert Elias, ou qu'on voit aussi dans le film Ridicule de Patrice Lecomte, ces femmes d'âge moyen qui pouvaient initier les jeunes nobles venus de province aux jeux complexes de la cour, dont il fallait vraiment maîtriser tous les enjeux, toutes les règles très subtiles, pour pouvoir y rester. Donc ces femmes avaient un grand pouvoir politique, relationnel, et une grande indépendance aussi, amoureuse, qu'elles ont perdue avec la société bourgeoise. Après la Révolution, la femme est brusquement renvoyée dans ses foyers, et c'est à ce moment-là qu'apparaît justement le terme de ménopause, que des médecins inventent la ménopause, puisque ces femmes sont reléguées au foyer, et les médecins écrivent à ce moment-là qu'elles n'ont plus le droit. Leur avenir, elles n'ont plus que le choix entre l'ivrognerie et la dévotion. Donc on revient avec cette société bourgeoise à une assignation à la fonction reproductive, et c'est une grande régression pour le statut des femmes par rapport au statut des femmes dans l'aristocratie. Alors il y a quand même un paradoxe, Daniel Delanoë, c'est que les femmes aujourd'hui, elles se définissent plus seulement par la maternité, quand même. Pourtant, moi-même, quand j'ai plus mes règles, je peux le dire, je suis passée par une phase d'abattement. Même si je voulais plus d'enfants, c'était définitif. Mais le fait de plus pouvoir en avoir, ça fiche un coup. Donc on en est là. Ce qui donne toujours la valeur sociale aux femmes, c'est de pouvoir faire des enfants. Oui, et puis parce qu'il y a un inconscient historique, anthropologique, qui pèse sur les femmes, qui pèse sur la culture aujourd'hui, qui vient de très loin, avec un statut, une fonction, une représentation extrêmement négative qu'on retrouve depuis l'Antiquité notamment. Et donc, je pense que cet inconscient est toujours là et que les femmes y sont confrontées, et les hommes aussi d'ailleurs. À vous entendre, on serait en quelque sorte socialement influencé, en tout cas par le poids de l'histoire, etc., pour se sentir mal à cette période de notre vie parce que, justement, on n'est plus fertile. Je m'adresse quand même aux médecins, là. Les symptômes, ils existent. Il y a quand même des chutes d'hormones qui provoquent des conséquences physiologiques. Oui, le seul signe universel, si vous voulez, c'est l'arrêt des règles. Tous les autres signes qui sont décrits et qui existent ne sont pas présents chez toutes les femmes.
Et selon les populations aussi, ça change beaucoup. Par exemple, chez les Mayas, il n'y a pas de bouffée de chaleur, il n'y a pas d'ostéoporose, donc il y a des variations génétiques qui font qu'il y a plus ou moins de signes. Et donc, les femmes de type européen ont effectivement des bouffées de chaleur, je crois que c'est 30 à 40%, une minorité, ça peut être effectivement très très pénible. Il y a parfois des pathologies comme l'ostéoporose qui peuvent être favorisées aussi. Donc, quelques pathologies auxquelles il faut faire attention. Et puis, des signes fonctionnels qui peuvent être très désagréables. Mais la médecine les a présentés comme une espèce d'avalanche qui allait s'abattre sur toutes les femmes, alors que si on prend les fréquences de ces signes, la majorité des femmes le vit plutôt bien ou avec peu d'inconvénients. Donc il faut nuancer aussi ce portrait parfois apocalyptique qu'ont fait les promoteurs du traitement hormonal pour justifier ce traitement. Et les bouleversements physiologiques qui prennent beaucoup d'entre nous par surprise, il faut bien le dire, quand est-ce que les médecins ont commencé à en parler? Quand est-ce que la médecine s'en est emparée? Oh oui, il faut vraiment attendre le XVIIIe siècle et surtout le XIXe siècle. C'est-à-dire, au XVIIIe siècle, il y a quelques médecins qui s'occupent un peu des femmes, Astruc, le médecin de la cour. On parle un peu des feux de la figure, mais qui sont les bouffées de chaleur. Les feux de la figure. Les feux de la joli. figure, voilà. Le terme bouffée de chaleur arrive plus tard. Et puis, non, c'est vraiment au XIXe siècle que justement les femmes de la bourgeoisie se plaignent de leurs symptômes parce qu'elles sont aussi déclassées par rapport à avant, elles sont mal, elles vont se plaindre à leurs médecins qui sont leurs interlocuteurs. Et à ce moment-là, ils s'inquiètent aussi parce qu'elles ont des saignements à cause du fait qu'elles n'ont plus des enfants régulièrement tous les 2-3 ans selon le pattern traditionnel, mais il y a un espacement des naissances dans les classes supérieures, pas le coït interrompu. Donc ça favorise la formation de fibromes qui saignent effectivement à la cinquantaine. Donc les femmes saignent, vont se plaindre chez leur médecin qui s'inquiète et donc qui construisent ce tableau. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que le terme ménopause est créé par un médecin français, Charles de Gardanne, et ça a été repris dans toutes les langues européennes, en Angleterre, etc. Donc, c'est la France qui a créé ce terme, peut-être avec ce triomphe de la bourgeoisie qui a vraiment pénalisé les femmes et qui font qu'ils sont beaucoup plaintes. Et donc, il y a eu ce ménopause, ça veut dire ménospausis, l'arrêt des règles. Mais en créant le mot, ce médecin a créé la chose. Ce n'était plus un phénomène négatif, cessation des menstrues, cessation des règles. Ménopause, c'est devenu une chose qui pouvait exister en elle-même et à laquelle on a prêté, alors là, une liste infinie de troubles. Il y a un médecin qui disait dans les années 1960 qu'on pourrait décliner tout un traité de médecine en attribuant ces troubles à la ménopause. Donc il a fallu un travail très rigoureux et patient des épidémiologistes pour dire ce qui relevait de la ménopause, ce qui ne relevait pas de la ménopause. La dépression, par exemple. Il y a eu tout un tas de textes qui disaient qu'il y a une dépression liée à la ménopause. En fait, non. Les femmes qui sont déprimées à la cinquantaine, elles l'étaient déjà avant. En fait, la ménopause a un effet protecteur vis-à-vis de la dépression. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues médicales qui ont été donc reprises par des travaux scientifiques, mais assez récents, parce qu'il y a eu un désintérêt de la médecine vis-à-vis de la ménopause. En fait, c'est quand il y a eu une épidémie de cancer de l'utérus dans les années 70 aux États-Unis, parce qu'on prescrivait des oestrogènes à tire-larigot sans précaution. Il y a eu une épidémie de cancer de l'utérus. Alors, des scientifiques se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on prescrit comme ça alors qu'il n'y a pas de pathologie grave? Et donc là, on a commencé à faire des recherches. Donc, c'est tout à fait récent. Donc, on commence à parler de ménopause au 19e siècle, si je vous suis bien. Exactement. Avant ça, on en parlait, alors comme dans les pièces de Molière, sous le prisme des humeurs, c'est ça? Oui, alors il y a eu effectivement cette représentation de la physiologie des humeurs. Elle aussi, c'est important d'en parler parce que je pense qu'elle hante un peu aussi notre inconscient historique et collectif. Donc les humeurs, Françoise Héritier en a très très bien parlé. Et pendant mes recherches, j'ai eu le privilège d'avoir quelques entretiens avec elle sur ces questions-là. Donc, la ménopause, c'est l'arrêt de l'élimination du sang menstruel. Sang menstruel qui fait dans la plupart des sociétés traditionnelles l'objet de représentations extrêmement négatives. Pline l'Ancien, un grand naturaliste, 1er siècle, dit que le sang menstruel est un produit extrêmement dangereux qui va rendre les champs stériles, qui va donner la rage aux chiens, qui va ternir les miroirs. Et il y a beaucoup de tabous
qui font qu'effectivement, on ne doit pas toucher le sang menstruel, qu'une femme qui a ses règles, on le sait, ne doit pas toucher beaucoup de choses. Bon, il y a de la mayonnaise, etc. Mais il y a énormément d'interdits. Donc, c'est un produit extrêmement dangereux et la femme est dangereuse à ce moment-là. Et puis, dans ce système des humeurs, le sang qui n'est plus éliminé, il reste à l'intérieur du corps de la femme. Et donc, il devient dangereux pour elle. Et finalement, Albert le Grand, qui est un érudit dominicain qui a écrit du secret des femmes au XIIe siècle, nous montre comment ce sang reste à l'intérieur du corps de la femme. Et puis, ces humeurs ressortent par l'œil, ces humeurs infectent l'air qui infecte l'enfant, et c'est pour ça que l'enfant meurt. Donc, il dit que c'est pour ça que quand une vieille femme regarde un enfant, cet enfant peut mourir. Donc, c'est une des versions du mauvais œil. Donc, c'est pour dire la toxicité et le danger que représente ce sang. Et au XVIIIe siècle, la femme devient malade. Donc, elle devient plus dangereuse pour l'extérieur, elle devient malade. Diderot parle des maladies longues et dangereuses que les femmes connaissent à cet âge de la vie. Et donc, ce sang s'accumule et va s'accumuler dans l'estomac, dans différents organismes et donner des maladies à cause de ça. Dans le cerveau, ce qui va donner de l'hystérie, etc. Et donc, on faisait des saignées. On faisait des saignées pour enlever ce sang, ou on faisait des fumigations pour refaire redescendre. Voilà. J'ai même lu avec horreur dans votre livre qu'on mettait des sangsues sur les pieds, voire la vulve. C'était carrément de la torture. Hein. Absolument. Tout ça pour éviter que ce fameux sang qui restait coincé n'empoisonne les femmes. Exactement. Vous disiez que la femme qui n'est plus fertile, elle devient mauvaise. On n'est pas loin de la sorcière, là. On n'est pas loin de la sorcière. Donc, les personnes qui ont été accusées de sorcellerie, il y en a eu des dizaines de milliers donc, en Europe, étaient pour la plupart d'entre elles âgées, de plus de 50 ans. Donc, c'était des femmes ménopausées et qui étaient, donc ça a été un féminicide. Ça a été repris notamment par Mona Chollet et les historiens. Mais déjà, dans les années 90, il y avait des travaux là-dessus qui montraient bien qu'il y avait des dizaines de milliers de femmes. Donc, c'était plutôt une femme pauvre, isolée, âgée. Mais dans toutes les sociétés, en effet, la femme est, comme le dit si joliment Yvonne Verdier, une anthropologue qui a étudié l'univers féminin à Minot-Bourgogne dans les années 70, elle devient invulnérable et inoffensive. Invulnérable parce qu'elle ne risque plus de perdre sa fertilité, qui est un bien précieux et fragile, et puis inoffensive parce qu'elle n'élimine plus ce sang menstruel si dangereux. Et donc, elle est préposée au commerce avec les forces du monde invisible qui sont dangereuses. Donc, elle peut être devineresse, guérisseuse, voire même, en effet, sorcière. Et dans beaucoup de sociétés, la vieille femme, en effet, peut être une sorcière, donc dangereuse, reléguée, persécutée, éventuellement. En fait, ce qui dérange aussi, c'est qu'elle n'a plus peur de tomber enceinte, donc elle peut avoir une sexualité libérée, débridée. Alors, c'est l'autre, effectivement, grand interdit, c'est qu'il y a une sexualité hors mariage, hors reproduction, ce qui est un péché pour l'Église, c'est-à-dire que le rapport sexuel ne peut être fait qu'à des fins procréatives. Et donc là, la relation sexuelle avec une femme ménopausée est un péché. J'ai trouvé très parlantes les expressions populaires que vous avez relevées. On dit d'une femme qui ne peut plus avoir d'enfant, par exemple, que le moule est cassé, la boutique fermée ou que le calendrier est retourné. On parle aussi du retour d'âge, mais retour d'où ? Alors c'est extrêmement mystérieux cette histoire de retour d'âge. Dans un autre monde de ma vie, où je voyais une adolescente en consultation et sa mère, elle avait des difficultés, et sa mère me disait « mais peut-être qu'elle n'a pas encore son âge ». Donc, elle voulait dire par là qu'elle n'avait pas encore ses règles. Donc, le retour d'âge, c'est le fait quand on n'a plus les règles. Et le retour du calendrier, finalement, c'est le calendrier menstruel qui est retourné. Et le moule, c'est le moule de la reproduction. C'est l'utérus qui fabrique les enfants. Et c'est vrai que Yvonne Verdier avait montré des rituels de mariage où on casse la vaisselle. On casse la vaisselle, on casse les pots. Et le pot, c'est effectivement la métaphore de la fonction reproductive de la femme, mais on casse les pots parce qu'il ne peut pas y avoir deux générations qui peuvent procréer en même temps. Il ne peut pas y avoir deux générations fertiles en même temps. Donc c'est un autre tabou qui n'a pas de nom, c'est-à-dire qu'une femme ne peut plus faire d'enfants quand sa fille commence à pouvoir en faire. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est, on ne le sait pas, mais quand on raconte certains contes à nos enfants, on parle de la ménopause. Yvonne Verdier, elle aussi, l'a très bien montré dans le conte du Petit Chaperon Rouge. En fait, c'est l'histoire
d'une petite fille qui va avoir ses règles et qui va rencontrer sa mère ou sa grand-mère, c'est un peu équivalent, qui va ne plus les avoir. Et il y a une version du Forez qui révèle vraiment les enjeux de ce conte, c'est-à-dire le loup tue la grand-mère et fait une fricassée avec les tétons de la grand-mère et dit au petit chaperon rouge « mange les tétons, les tétines de ta mère grand ». Et donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il y a un transfert, si vous voulez, des attributs génésiques. Il en fait du boudin aussi avec le sang de la grand-mère. Donc, les tétines, les tétons, le sang, elle va les incorporer. À ce moment-là, va-elle devenir pubère, avoir des règles. Mais ça passe par la mise à mort violente, si vous voulez, de la femme de la génération précédente. Donc, c'est cette rivalité autour des hommes, fait qu'il y a une seule femme qui peut avoir des enfants dans une même maison, une seule génération. Donc, c'est ça que montre ce conte. Et comme Blanche-Neige aussi, c'est la même chose. Quand la marâtre demande au miroir « Suis-je toujours la plus belle ?» Un jour, le miroir lui dit qu'elle n'est plus la plus belle. Mais la plus belle, c'est celle qui a ses règles. Et donc, si elle n'est plus la plus belle, c'est qu'elle n'a plus ses règles et que Blanche-Neige les a. Et donc, elle est en rivalité. Donc, dans cet univers paysan, si vous voulez, il y avait une exclusion brutale des femmes, effectivement, d'un certain univers, avec le bris des peaux, tout ça. Il fallait qu'elle quitte le registre de la procréation. Ou de la reproduction, plutôt que procréation. Le calendrier retourné, ça me fascine cette expression. Ça fait un peu écho à cette phrase que j'entends tout le temps dans la bouche de mes amis quinquas. Je suis passée de l'autre côté. De l'autre côté de quoi, à votre avis ? Je pense que c'est de l'autre côté du cercle des femmes qui sont fertiles. C'est vraiment ça. Du côté des vieilles dames, du côté des moules cassés, de tout cela. C'est ce que me disaient ces femmes, que j'ai eu en entretien. Je ne suis plus une femme fertile, je suis passée de ce côté-là. Et cette expérience, cette croyance aussi, est d'autant plus prégnante, justement, que les femmes sont assignées à l'espace domestique. Alors, bon, maintenant, c'est le cas de très peu de femmes. La plupart des femmes travaillent, ont des travaux reconnus, ont fait des études valorisées. Mais ce que vous nous dites là montre que malgré cette émancipation, si vous voulez, d'un aspect majeur de la domination masculine, ne pas être indépendante financièrement, c'est-à-dire que quand on a un salaire, on a une retraite, donc on peut se divorcer, se séparer de son mari, refaire un couple, vivre seul si on le souhaite. Eh bien, malgré tout ça, il y a quand même cette expérience qu'on change un petit peu. On est quand même dans the change, comme diraient les Anglais. Vous parlez de ces femmes qui travaillent aujourd'hui, qui donc ne devraient pas avoir cette sensation que si elles n'ont plus la capacité physiologique d'avoir des enfants, elles sont passées du côté des vieilles femmes. Mais c'est très intéressant dans les enquêtes que vous avez faites, c'est que vous avez trouvé qu'on n'aborde pas cette période de la vie de la même façon selon sa classe sociale. Ça, c'est très intéressant. Oui, alors pour les femmes des milieux populaires qui avaient commencé à travailler tôt, qui avaient beaucoup d'enfants, finalement, la cinquantaine, c'était l'âge où on peut enfin s'occuper de soi. Donc, c'était une période bénie. Il n'y avait plus le souci de la contraception, on pouvait s'occuper de soi. Chez les femmes de la bourgeoisie, où il y avait cette femme au foyer, l'épouse de l'industriel, du chef d'entreprise, qui est plutôt une sorte d'annexe décorative du capital symbolique de son mari, elle est très fragilisée et ce genre de femme me disait qu'elles se sont devenues des vraies grand-mères et qu'elles ont complètement perdu leur valeur puisque leur fonction sociale était vraiment fondée sur un capital esthétique. Alors que des femmes scientifiques ou qui ont des activités professionnelles et une indépendance professionnelle, une identité construite sur d'autres dimensions que la reproduction, le vivaient de façon effectivement assez neutre. Alors moi, je ne viens ni d'un milieu prolétaire, ni de la bourgeoisie. Plutôt la petite classe moyenne qui s'est élevée socialement par son job. Et j'ai complètement flippé quand j'ai compris que j'étais en préménopause. J'ai lu frénétiquement tous les articles, tous les blogs à disposition. J'avais l'impression d'avoir tous les symptômes décrits sur Internet. Bouffée de chaleur, évidemment, mais aussi déprime, fatigue, insomnie, brouillard mental, peau qui se relâche, jusqu'aux ongles cassants.
Oui, parce que peut-être que c'est une construction sociale, mais les phénomènes physiques sont bien réels quand même, ce n'est pas que dans la tête. Alors il paraît que j'ai de la chance parce que mon petit hammam portatif, qui se déclenche comme on lui semble, au moment évidemment où je ne peux pas enlever mon manteau, en conduisant par exemple, ce petit hammam donc ne me monte pas au visage. La chaleur intense s'arrête au milieu du dos. En revanche, j'ai des amis qui m'ont raconté des tsunamis de chaleur ultra rapides, ultra gênants, à vouloir se mettre la tête dans le frigo ou en t-shirt par 2 degrés. Depuis peu, ma meilleure amie ne se trimballe plus sans son éventail qu'elle sort même en novembre, ce qui lui donne un côté très Montespan. J'adore. Est-ce qu'on traite ce passage à la cinquantaine de la même façon dans d'autres cultures ? Ou est-ce qu'il y a des cultures où finalement c'est positif de ne plus avoir ces règles ? Oui. Il y a les Indiens Moaves dont je parlais, mais les Indiens Mayas, par exemple, dans le Yucatan, une enquête qui a été très très bien faite, qui montre que les femmes, elles sont très contentes, elles ont eu les enfants qu'elles voulaient, elles sont grand-mères, elles ont des troubles très légers, et elles sont très très satisfaites de ne plus avoir de règles, de ne plus avoir d'enfants, et elles peuvent se consacrer à d'autres activités. Donc non, c'est vraiment particulier, quand même beaucoup à la société occidentale, un statut des femmes quand même très très contrôlé. Alors ça fait, je crois, 35 ans que vous étudiez la ménopause chez les femmes dans différentes cultures. Est-ce que vous diriez que le regard a changé ? Donc j'ai fait des recherches jusque dans les années 2010. Après, j'ai travaillé sur autre chose. Il faudrait refaire une étude pour avoir une réponse, si vous voulez, vraiment très argumentée à votre question. On peut faire l'hypothèse que ça a bougé. Je pense que la sensibilité à la dévalorisation des femmes, au regard sexiste, pourra porter aussi sur le regard finalement qu'on peut dire sexiste des hommes sur la ménopause, de la société sur les femmes ménopausées. Je pense que il y a un esprit critique qui s'est beaucoup aiguisé par rapport au discours effectivement qu'on identifie maintenant comme sexiste et dévalorisant vis-à-vis des femmes. Donc c'est le moment de parler de ménopause, oui, de faire tomber les derniers tabous. Oui, c'est un bon moment, oui. Merci beaucoup Daniel Delanoë. Merci à vous. Je suis Claire Fournier, j'ai créé et j'anime Chaud Dedans pour Binge Audio. Ce premier épisode a été réalisé par Elisa Grenet et produit par Lorraine Bess. Dans 2 semaines, l'épisode 2 parlera de notre corps, des effets physiques de la périménopause et comment y faire face. Et dans les épisodes qui suivent, on parlera sexualité, politique, maternité. Cette période, c'est un voyage vécu très différemment par chaque femme. Alors parlons-en. Vous pouvez écrire à Binge Audio sur Instagram pour partager vos témoignages. À très vite.